Alors, bienvenue à tous qui vous joignez en ce moment à notre webinaire de ce matin. Je vais laisser 1 ou 2 minutes aux gens pour leur laisser le temps de se joindre à nous. Alors, encore une fois, pour ceux qui se joignent à l'instant, bienvenue à notre webinaire d'experts de ce matin. Que faire lorsqu'un risque cyber se matérialise? Alors, comme je le disais à l'instant, nous allons attendre encore 1 minute, donner la chance à tous les participants de se joindre. En attendant, bienvenue à Aïda, Alexandra, bienvenue à Céline, Dani. En fait, nous avons 3 Dani parmi nous aujourd'hui. Bienvenue à Daniel, Elsa, bienvenue. Bienvenue à Yannick. Bienvenue Sylvain. Alors, encore une fois, pour ceux qui se joignent à nous à l'instant, on patiente simplement encore 1 minute. Laissez le temps à tous nos participants de se joindre à nous. Bienvenue à Linda. Bienvenue Maxime Olivier. Bienvenue à Nicolai. Safia, bienvenue. Bienvenue à Salvatore. Alors, je crois que la plupart des participants ont maintenant eu la chance de se connecter. Alors, nous allons commencer de maintenant. Alors, tout d'abord, je vous souhaite tous la bienvenue à ce webinaire d'experts organisé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Je me présente, Alain Boudreau, vice-président stratégie et innovation à la Chambre, et j'ai le plaisir et le privilège d'animer votre webinaire ce matin. Le webinaire d'aujourd'hui va nous aider à être mieux préparés quant au risque de cybersécurité. En fait, quand un risque de cybersécurité se matérialise. C'est une crainte qu'on partage tous, mais que notre conférencière pourra nous aider à bien prévoir et réagir lorsque cette peur se réalise. Alors, la discussion d'aujourd'hui fait partie d'une série sur l'impact de la COVID-19 sur les entreprises et elle est présentée par Hydro-Québec. Je les en remercie d'ailleurs chaleureusement en notre nom à tous. Aujourd'hui, donc, on a le plaisir d'accueillir Catherine Berthaud, une vraie pro et experte du développement des cybersolutions. Catherine est responsable du développement des cybersolutions pour l'Est du Canada chez E.ON. Catherine sensibilise les organisations aux cybermenaces qui sont inévitables et ont la fâcheuse nature de changer constamment. Catherine facilite l'exploration de solutions ciblées pour aider des entreprises, comme les nôtres, à évaluer, quantifier et améliorer notre préparation en matière de cybersécurité et optimiser nos décisions d'investissement. C'est d'ailleurs ce que Catherine va faire aujourd'hui avec nous en explorant les choses à faire et à ne pas faire lorsqu'un risque se matérialise. Avant de commencer, je vous explique le déroulement. Catherine va faire une présentation d'une durée d'environ 30 minutes. La présentation de Catherine va être disponible sur le site web de la Chambre demain, ainsi que la rediffusion. Ensuite, je vais poser à Catherine les questions que vous m'aurez écrites via le bouton Q&A situé juste au bas de votre écran, donc sur la barre de menu de Zoom. Soyez pas timide, vous pouvez poser vos questions tout au long de la présentation de Catherine. Je vais les retenir pour la suite, pour la période de Q&A. Puis, durant la période de Q&A, vous pouvez aussi continuer de poser vos questions jusqu'à la fin. Si jamais nous n'avions pas le temps de répondre à toutes vos questions, nous allons les transmettre à Catherine qui se fera un plaisir de répondre en privé. Si vous avez des commentaires, tout au long aussi de la conférence, vous pouvez utiliser le bouton « Chat » qui est situé juste à côté de celui des questions. Alors maintenant, Catherine, encore bienvenue. Merci d'être avec nous aujourd'hui et la parole et l'écran sont à toi. Parfait.
Premièrement, j'espère que tout le monde derrière l'écran se trouve en santé et j'espère qu'il en est de même pour les membres de votre famille. Alors, merci beaucoup, Alain. Merci à la Chambre de nous donner 1 heure afin de parler du monde excitant de la gestion des risques cyber. Et merci à vous tous de vous joindre à nous ce matin. Je sais que ce n'est pas les contenus webinaires qui manquent ces temps-ci. Alors, merci de votre intérêt et de consacrer le temps pour venir prendre quelques trucs qui, je l'espère, seront efficaces dans la gestion du cyber-risque pour vous. Donc, les dernières semaines ont fait de nous des épidémiologistes du dimanche. On comprend tous maintenant beaucoup mieux, nos enfants inclus, la nature d'un virus et la façon dont un virus se propage d'un système infecté à un autre, de façon très invisible, très pervasive. Un virus qui est entré dans un système va se transmettre à tous les systèmes connexes ou près de lui de suite et se multiplier jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien à infecter. C'est la nature du COVID et c'est également la nature du cyber-risque. Donc, la menace est réelle. Au niveau du cyber, elle peut sembler invisible, comme c'est le cas parfois pour COVID aussi. Mais il est important de garder ses gardes élevés par rapport à cette dernière, parce que le nombre de virus informatiques, le cybercrime, la connectivité de nos réseaux posent des risques importants. Il ne faut pas les oublier. Nous avons de la chance, je dis ça en nuançant mon propos, mais nous avons de la chance au niveau de l'industrie de l'assurance d'être aux premières lignes lorsqu'il s'agit de régler et de remédier à des brèches de sécurité, et nous sommes là depuis des années en fait. Alors, nous avons pu constater les effets dévastateurs de certaines brèches sur les organisations et c'est de l'information qui n'est malheureusement pas souvent médiatisée. Donc, notre but dans les allocutions comme celle-ci, c'est de vous faire part de ce que nous avons observé, des tendances dans le marché, afin que vous sachiez d'où la menace vient en ce moment, donc pour mieux s'y préparer et finalement vous donner quelques trucs, encore une fois, dans l'éventualité où est-ce qu'une brèche se produit et où est-ce qu'elle affecte votre organisation. Donc, sans plus tarder, allons-y. Et commençons peut-être par les tendances. Donc, il est impossible de parler de tendance sans d'emblée adresser la situation COVID et ce qui est en train de se passer en ce moment, l'impact que ça a sur le cyberrisque maintenant et l'impact que ça aura fort possiblement dans le futur également. Donc, ce qu'on a ici à l'écran, c'est une carte géographique qui a été créée par Microsoft. Elle est datée du 7 avril 2020. Je vous dirais qu'elle est encore très pertinente aujourd'hui, peut-être un peu plus massive au niveau de l'information, mais les bulles géographiques demeurent les mêmes. Et ce qu'on voit, c'est le rapport d'impact d'attaques cyber qui sont reliés, donc qui ont un thème COVID et leur situation géographique partout à travers le monde. Donc, ce qui est intéressant de cette carte-là, c'est que si elle était dynamique, on pourrait observer que l'éclosion des bulles d'attaques cyber reliées à la COVID suit la courbe d'explosion COVID au niveau géographique aussi. Donc, ce qu'on a pu observer, c'est que les attaques ont commencé à être répertoriées en Asie, ça a bougé vers l'Europe et finalement, maintenant, c'est rendu en Amérique du Nord. Donc, on a beaucoup d'attaques qui sont répertoriées, qui sont liées au COVID et pourtant, nous n'avons pas encore remarqué en tant qu'industrie de changement majeur au niveau de la fréquence et ou de la magnitude des attaques cyber. Pourquoi? Pour 2 raisons. Premièrement, les malfaiteurs, les cybercriminels sont dans un jeu de long game. Ils sont ici pour rester, ils sont actifs depuis des années et ils le seront pour des années encore. Donc, ils ont déjà dans plusieurs systèmes informatiques des ancrages, ce qu'on appelle dans notre lingo des footholds, qu'ils vont peut-être, pendant la crise COVID, chercher à exploiter en frappant là où ça va faire le plus mal, et on va le voir dans quelques minutes, c'est dans les industries fortement touchées par le COVID, le milieu de la santé et le milieu de l'éducation. Et ils vont aussi tenter de profiter de COVID pour établir des nouveaux ancrages, des nouveaux footholds dans les systèmes informatiques qui n'étaient pas encore percés en adaptant leur campagne. Ce qui fait en sorte que si on regarde vraiment des résultats, encore une fois, de notre point de vue d'industrie, d'un point de vue de rapport de brèche de sécurité, il y a certains types d'attaques qui sont à la baisse alors que certains types d'attaques sont à la hausse. Alors, on va voir maintenant qu'un certain type d'attaque qui est à la hausse, encore une fois, c'est ce qui permet aux mauvais acteurs de capitaliser sur les attaques ou les ancrages plutôt qu'ils avaient déjà dans les réseaux pour frapper où ça fait mal. Et on a quelques exemples sur la slide suivante qui sont encore une fois d'actualité. Donc, les hôpitaux. En fait, c'est très intéressant car au début de COVID, il y avait des groupes connus de cybercriminels qui sont sortis très tôt pour clamer haut et fort qu'ils n'allaient perpétrer aucune attaque sur les systèmes informatiques d'hôpitaux et ou d'organisations reliées à combattre finalement COVID. Ce qui s'est avéré être faux de façon très rapide. Donc, il y a certains et plusieurs groupes en fait qui ont capitalisé sur les infections qu'ils avaient déjà perpétrées dans les systèmes informatiques d'hôpitaux. Et on a eu plusieurs attaques de rançongiciels qui ont été rapportées dans les hôpitaux en Europe et aux États-Unis.
Les assureurs nous font part de cette information alors qu'elle vient disponible et puis c'est une tendance que tous ont observée. La semaine dernière, l'Université York en Ontario, qui a été touchée aussi par une brèche de sécurité importante, ce n'est fort possiblement pas une brèche qui a été créée, si je peux dire, dans les dernières semaines. Les attaquants étaient probablement dans le système depuis très longtemps. Ils attendaient pour encore une fois, le moment parfait où lancer leur attaque pour avoir un maximum d'impact. Donc, on a des acteurs économiques qui sont très rationnels et qui savent profiter de tout ce qui leur est donné comme opportunité afin de monétiser tous leurs efforts et l'arsenal, finalement, qu'ils déploient dans nos réseaux. Les États-Unis, maintenant, qui sont en train d'accuser la Chine, bien entendu, encore une fois, de faire du hacking pour aller subtiliser les données reliées au développement du vaccin pour le COVID, qui est si important pour tous. Alors ça, peut-être, représente un exemple du type d'attaque dans des vecteurs organisationnels, des vecteurs d'industrie que l'on voit qui sont à la hausse. De façon plus générale, et dans d'autres créneaux sur la slide suivante, ce que l'on voit, c'est que les cybercriminels, encore une fois, adaptent des campagnes qui étaient déjà présentes avant la crise pour capitaliser sur la panique créée et générée par le COVID. Donc, pour les adeptes de développement agile en ligne, le cybercrime est vraiment un exemple des meilleures pratiques, c'est les balises parfaites. Donc, les criminels ont déjà d'excellents logiciels malveillants, d'excellents types d'attaques qui existent, qu'ils cherchent, encore une fois, très souvent, à lancer et envoyer via des courriels. Donc, c'est le créneau le plus souvent, ou le créneau vu qui est le plus populaire pour l'entrée dans les réseaux informatiques des organisations et des gens. Donc, l'art, pour les groupes criminels, c'est bien entendu de masquer le courriel compromis afin de le rendre plus, en fait qu'il passe sous souscription, je cherche le mot en français, et puis qu'il puisse duper finalement le destinataire à soit télécharger un document malveillant et ou cliquer sur un lien qui va faire la même chose. Donc, COVID a créé une tempête parfaite parce qu'on a beaucoup d'informations qui nous est envoyées de sources différentes qui peuvent être facilement manipulées par les criminels. Alors, on a un exemple ici à l'écran d'une campagne qui existait d'un groupe hacking avant COVID et après COVID. La seule chose qu'ils ont eu à faire, c'est modifier 4 éléments très simples du courriel de phishing qui est envoyé. Donc, c'est de lui donner un titre qui reflète le COVID, changer le titre de l'attachement, encore une fois, malveillant, reflétant la même réalité, changer le message d'urgence pour le rallier à la pandémie, puis changer la signature à la fin. Donc, c'est assez simple. Pourquoi ça fonctionne en ce moment? Les criminels, encore une fois, savent qu'à peu près 90% ou plus des effectifs des organisations en ce moment travaillent en mode remote, donc en télétravail. Et cette migration au télétravail a été faite de façon très rapide, avec un focus et un axe sur la productivité et non sur la sécurité, ce qui est très normal. À la fin mars, la réalité pour toutes les organisations, c'était « OK, parfait, les gens s'en vont à la maison, qu'est-ce qu'on fait? » On a besoin de laptops, on a besoin de VPN qui peuvent soutenir nos actions, on a besoin d'outils de collaboration et tout a été lancé de façon très rapide, encore une fois, parfois en laissant la sécurité de côté. Prenez par exemple une PME en construction ou en fabrication qui avait peut-être avant la COVID 5-10 employés qui étaient équipés pour travailler en mode télétravail de la maison et maintenant qui en 3-4 jours ont dû équiper une centaine d'employés pour faire la même chose au niveau des comptes recevables, au niveau des services, ventes, clients, etc. Donc, la surface d'attaque s'est beaucoup étendue pour les criminels et leur a donné un playground, si je peux dire, assez parfait pour lancer leurs attaques de phishing. Donc, ce qu'ils cherchent à faire avec ces attaques-là en ce moment, c'est d'établir les footholds dont on parlait un peu plus tôt, les ancrages dans nos réseaux informatiques. Donc, un courriel est reçu, un lien est téléchargé, une macro est ouverte, le logiciel s'installe sur notre réseau informatique, l'attaque ne va pas se perpétrer de façon automatique. On va attendre encore une fois, on va faire de la reconnaissance dans les réseaux, dans les systèmes et les malfaiteurs sont maintenant très patients, très sophistiqués. Ils peuvent attendre des semaines, voire des mois avant de lancer une attaque qui est bien planifiée et qui va encore une fois avoir un maximum d'impact. Alors, ce que l'on va voir sur la slide suivante, c'est ce que ça génère comme résultat du point de vue de notre industrie, encore une fois. Nous avons sélectionné les données d'un assureur ici précises. Il y en a plusieurs d'autres qui existent et qui pointent en ce sens. Ces données nous viennent de l'assureur AIG, qui est un assureur américain, leader mondial dans le domaine de la cyberassurance. C'était un des précurseurs en la matière. Ce qu'ils ont donné comme données, en fait, dans un webinaire la semaine dernière, c'était les tendances réclamations 2016-2019. Et je les mets ici, elles sont complètement phénoménales. Plutôt négatif, c'est pas très positif, mais phénoménales de notre point de vue. On n'a jamais vu ça. Donc, la demande de rançon moyenne pour, encore une fois, une attaque de rançongiciel est de 3 millions de dollars. Et la rançon maximale qui a été perçue par AIG était de 30 millions de dollars.
L'interruption moyenne d'affaires reliée à une attaque, encore une fois, de rançongiciel dans une entreprise est de 10 jours. Et l'interruption maximale qu'ils ont vue de leur côté, c'était 90 jours. Donc, plusieurs mois d'interruption causée par une attaque de rançongiciel. Donc, dans les 5 dernières années, notre industrie a vu des choses qu'elle n'avait jamais vues par le passé. Des attaques dans les 6 chiffres, dans les 7 chiffres, ce n'était pas quelque chose qui était usuel de notre point de vue, même si on gère des brèches depuis très longtemps. C'est quelque chose qui s'est accéléré dans les 5 dernières années et je dirais de façon assez marquée depuis les 12 à 18 derniers mois. J'ai mis aussi également ici des données offertes par Sitelligence, qui est une compagnie de sécurité TI qui fait beaucoup de remédiation de brèches de sécurité et d'investigation forensique. Donc, Sitelligence a confirmé encore une fois il y a une semaine ou deux, voir ou avoir de la visibilité dans 250 brèches par mois affectant des organisations canadiennes, ce qui veut dire environ une dizaine de brèches par jour. Ce n'est pas d'information non plus qui transparaît dans les médias, donc je fais une parenthèse ici, en fait, les brèches de sécurité dans lesquelles ils ont de la visibilité sont des brèches où est-ce que deux choses l'une. Soit la compagnie a une police d'assurance et donc fait appel à leur service par la police d'assurance ou demande ou utilise des experts pour remédier à la situation. La plupart des organisations essaient de remédier à une attaque de rançongiciel ou autre par eux-mêmes, sans ébruiter la chose et en le glissant même sous le tapis. Donc, les données que l'on voit ici pourraient même seulement être le sommet de l'iceberg. Il faut garder ça en tête. Donc, la rançon, d'un point de vue de Sitelligence, encore une fois, qui fait la gestion de ces incidents-là, la demande de rançon est à 50 ou plutôt à cause de 50 des brèches qu'il gère. Et les coûts moyens pour remédier à cette situation-là, donc en termes de forensique et en termes de réponse, varient de 60 à 90 000 $. Encore une fois, un petit subset des statistiques qui existent, il y en a plusieurs, mais elles pointent tous dans la même direction. L'impact des brèches de sécurité sur les organisations augmente de façon faramineuse. Exemple sur la slide suivante d'un client à nous, et je la trouve très intéressante, c'est une attaque de rançongiciel de juin 2019. Donc, c'est un client avec un chiffre d'affaires annuel de 16 millions de dollars qui avait une police d'assurance en place pour remédier. Voilà pourquoi on a le détail des coûts de cette brèche-là. Donc, en juin 2019, l'ensemble du réseau du client a été affecté par une attaque de type ransomware. Dans ce cas-ci, c'était Ryuk, qui a chiffré ses serveurs, les sauvegardes et plusieurs postes de travail. Donc, les serveurs comprenaient l'information confidentielle de tierces parties qui avait été compromise. Le client n'a pas eu d'autre choix. Les sauvegardes étaient affectées, donc ils ont dû payer dans la rançon. Dans ce cas-ci, ils ont décidé de le faire. Elle a été négociée avant que ce soit fait et puis ils ont réussi à la baisser. Mais somme toute, lorsque cette attaque a été soldée et finalisée, le coût total pour l'organisation, incluant le prix de la rançon qui était très élevé, était de plus d'1 million de dollars. Donc, ceci, je vous dirais, est en ligne avec, encore une fois, ce que l'on voit dans les différentes attaques et les données qui nous sont données. Les attaques de rançongiciel qui sont hautement efficaces, typiquement, vont voir une demande de rançon qui varie entre 5 à 10 % du chiffre d'affaires de l'organisation ciblée. Donc, en sommaire, au niveau des tendances à suivre en 2020, le topo aurait été complètement différent si on aurait cette discussion-là, assez différent si on aurait cette discussion-là en janvier versus maintenant. Donc, ce qu'on voyait fin 2019-2020, la tendance est au Big Game Hunting. Je fais une traduction libre ici, la chasse au gros gibier. C'est une terminologie qui a été établie par CrowdStrike en 2018 et qui fait référence à la sophistication des groupes criminels et maintenant les outils qu'ils ont afin de déployer des attaques qui vont réussir à évader les techniques de détection qui peuvent être à la fine pointe de la technologie. Il y a beaucoup de partenariats qui est fait entre les groupes criminels. Il faut se le dire, sur le dark web, il y a de l'information qui est partagée. Il y a des kits qui sont échangés. Il y a des développeurs de rançongiciels qui sont bien heureux de créer, encore une fois, un logiciel malveillant et de le licencier, si je peux dire, sur le web. Donc, le ransomware as a service, c'est une nouvelle tendance également. Donc, il va y avoir sur le dark web pour quelques milliers de dollars des kits déjà préparés qu'un wannabe hacker peut prendre lui-même et puis essayer de perpétrer des attaques de cette façon. Il y a des partenariats qui sont faits avec les groupes gouvernementaux APT, Advanced Persistent Threats, qui donnent beaucoup de scale, encore une fois, à des joueurs qui auraient été plus nichés habituellement, mais ils sont en train de se rendre compte collectivement qu'en partageant les ancrages, on revient toujours à ce terme qu'ils peuvent avoir dans notre réseau, ils sont capables de cette façon-là d'inflicter du dommage beaucoup supérieur à ce que l'on voyait autrefois.
Des attaques sur des fournisseurs de services gérés, donc les Managed Service Providers. Une autre tendance, encore une fois, que nous avons vue à la hausse en 2019. Très important pour les PME et les organisations de grande taille aussi, qui, bien entendu, souvent comptent sur les services de fournisseurs de services partagés ou gérés afin de réduire les coûts et les charges administratives de leurs organisations. Donc, les Managed Service Providers, encore une fois, comme il est rapporté par les assureurs avec qui nous transigeons, ont été à la hausse l'année dernière. Et encore une fois, on a des acteurs économiques très rationnels. Si on peut frapper et attaquer un fournisseur de services qui nous donne accès après à des centaines, voire des milliers d'organisations clientes, c'est un hot pot, c'est un pot de miel, si je peux dire. Alors, les MSP ont été targetés de façon très agressive l'année dernière, ce qui a causé des fois une interruption d'affaires en aval avec les systèmes informatiques des clients parce qu'il y avait une impossibilité d'accéder aux données qui étaient hébergées par le service provider. Peut-être une application logicielle était non disponible et il y a dans certains cas même eu des attaques complètes sur les systèmes en aval des clients, des fournisseurs de services gérés. Beazley, qui est un assureur londonien, encore une fois un des joueurs principaux au niveau cyber, a rapporté qu'environ 1/5 des attaques de rançongiciel l'année dernière qu'ils ont vues et qu'ils ont gérées étaient reliées à un fournisseur de services partagés ou hébergés. Une des tendances qu'on a vues à ce niveau-là également, en fait, est très intéressante et que les hackers vont utiliser les clients comme effet de levier. Donc, ils vont aller, dans le pire des cas, s'ils ont infecté les réseaux des clients, ils ne vont pas demander des rançons aux centaines ou aux milliers de clients du fournisseur de services. Attendez, beaucoup plus facile de se retourner vers le fournisseur de services lui-même et de lui dire qu'ils vont seulement transiger avec eux et de leur demander à eux la rançon et de faire un effet de levier où est-ce que les clients viennent cogner à la porte demandant résolution rapide, poussant le fournisseur de services à payer la rançon rapidement afin de pouvoir résumer les opérations. Alors, une autre tendance que l'on continuera certainement à voir cette année. Ensuite, il y a des variantes de rançongiciels et ou de logiciels malveillants qu'on appelle nouvelle génération, qui sont souvent des évolutions de logiciels qui existaient depuis des années, qui maintenant focusent beaucoup sur la destruction des données et puis sur l'exfiltration de ces dernières. On a vu des exemples récemment vers la fin de l'année où est-ce qu'un groupe criminel attaquait une organisation qui encryptait toutes les informations, l'actif informationnel demandait une rançon. L'organisation, dans son évaluation initiale, estimait que les sauvegardes étaient bonnes, qu'elle n'avait pas besoin de payer la rançon pour retrouver l'accès à leurs données. Alors, les nouveaux vecteurs, les nouveaux types d'attaques, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont déjà exfiltré de l'information au moment où est-ce qu'ils lancent leur attaque. Ce qui fait en sorte que dans le cas comme celui que j'explique maintenant, lorsque la compagnie dit au groupe criminel « je ne payerai pas la rançon », ils leur disent « parfait, il n'y a pas de problème, ne la payez pas ». Dans 24 heures, on aura un site web live où est-ce que l'information qu'on a soutirée de votre réseau informatique sera publiée au grand jour. Et ce qu'ils font pour les teaser, encore une fois, c'est qu'ils vont publier des petits montants de cette information-là, des petits subsets, si je peux dire, pour leur démontrer que la menace est bien réelle. Et de ce fait, encore une fois, essayer de faire un autre effet de levier pour aller chercher la rançon suivant l'attaque. Donc, une tendance que l'on trouve qui est très, effectivement, menaçante. Et finalement, la portion maintenant qui change complètement, c'est les attaques que l'on pourra s'attendre à voir et à répertorier après la COVID, lorsque l'économie reprendra. On parlait juste avant des ancrages qui sont en train d'être établis dans les réseaux informatiques de plusieurs organisations. Les brèches ne seront peut-être pas décelées maintenant, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas en train de se faire attendre. Alors, ça nous amène où tout ça? Ça nous amène au niveau de la réponse à la brèche. Donc, on sait que ce n'est qu'une question de temps que la plupart des organisations vont, statistiquement parlant, dans les prochaines années, vivre une brèche de sécurité. Alors, on change le focus maintenant et on ne parle plus vraiment de cybersécurité. On parle de cyber-résilience. Et la cyber-résilience, dans un contexte de brèche, c'est comment est-ce qu'on gère le dommage et la propagation de cette brèche-là pour limiter les dommages qui résultent et le dégât. Comment on le fait de façon rapide, à moindre coût pour l'organisation. Donc, cette résilience, lors de la réponse, comporte 3 piliers généraux qui sont tirés des directives du NIST, qui est le National Institute of Science and Technology. Donc, ces 3 piliers sont de détecter et d'analyser la brèche, de contenir, d'éradiquer et d'y remédier rapidement, et finalement, de mettre l'emphase, et beaucoup d'emphase, sur le post-mortem, après la relève de la brèche. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on
en tant qu'industrie et en tant finalement qu'acteurs commerciaux et économiques, tous l'un et les autres, nous sommes en train de pivoter notre approche afin qu'elle soit proactive et non réactive. Et c'est ça l'essence même de la résilience. Lorsqu'on a une brèche, on a besoin d'avoir tout le monde à table. Ce n'est pas un problème qui est limité au département des technologies de l'information. On a besoin d'avoir tout le monde qui est là, qui met la main à la pâte et qui tente de résoudre la brèche le plus rapidement possible avec l'objectif, encore une fois, de protéger le bilan de l'organisation. Ceci passe par la gouvernance des politiques, des procédures, etc., qui doivent être mises en place, car la brèche n'est pas un désastre en soi, mais sa mauvaise gestion peut l'être. Alors, voyons à travers les 3 prochains piliers, quelles sont les choses à faire et quelles sont les choses à éviter. Avec le premier, qui est finalement la détection et l'analyse de l'attaque. Donc, premièrement, je peux vous le dire, on a des appels hebdomadaires, sinon quotidiens, de clients qui ont vécu des brèches de sécurité. La panique est assez systématique à travers toutes les organisations. Lorsque nos clients nous appellent, qu'ils aient une police d'assurance et donc une équipe de gestion de crise dédiée ou pas, la question est toujours la même. Qu'est-ce qu'on fait? On commence par quoi? La première chose à faire, c'est toujours d'enquêter la brèche. Donc, il faut à la base faire une analyse complète, savoir ce à quoi on fait face, savoir ce qui s'est passé. Je vous donne un exemple concret. Un client nous a appelé il y a 2 ou 3 mois peut-être. Il avait congédié un employé et avait révoqué tous les accès au système informatique de cet employé. Une entreprise de construction de petite taille, petite moyenne taille. La compagnie avait cependant oublié d'enlever l'accès, donc les credentials de cet employé, à une plateforme web qui pouvait accéder de la maison et ou encore une fois en mode remote. Et le soir même de son congédiement, l'employé a utilisé ses accès et est allé se promener sur cette application-là. Il a feuilleté, il a eu accès à de l'information confidentielle de cette corporation-là. À quel effet? On ne le savait pas à ce moment-là. Quelle était la recommandation pour cette organisation comme pour toute organisation qui peut avoir une brèche, c'était d'investiguer, de l'enquêter. Dans ce cas-ci, l'organisation a pu voir qu'il n'y avait pas d'informations qui avaient été exfiltrées, que l'employé avait seulement possiblement eu de la curiosité mal placée, peut-être des motifs externes, on ne le sait pas encore à ce moment-là, mais il a pu décider comment il allait adresser cette brèche-là, qui ne demandait à ce moment-là pas beaucoup plus de contrôle que de faire en sorte qu'on resolidifie les procédures de congédiement et de licenciement pour faire en sorte qu'on enlève l'accès à toutes les applications qui sont disponibles. Au niveau de la détection et de l'analyse, la chose la plus importante est d'amener les experts dès le départ, surtout si on fait face à une brèche qui est systématique et ou qui semble massive, ce qui est le cas notamment dans une attaque de rançongiciel ou une attaque où est-ce qu'on pense qu'il y a de l'information personnelle des gens qui peut avoir été compromise ou exfiltrée. Donc, je vous donne un exemple, encore une fois, de l'importance d'amener les experts dès la base. NCSoft, qui est une compagnie aussi qui fait de la sécurité TI puis de la gestion de brèches de sécurité, avait parlé d'un exemple qui m'avait marqué, qui était une compagnie qui faisait une compagnie de détail, qui avait quelques sites web, en fait, qui avait été la victime d'une attaque par rançongiciel qui avait tout encrypté. Donc, ils ont utilisé leur propre source TI pour essayer de remédier à la chose. Ça n'a pas trop fonctionné. Le groupe criminel demandait une rançon de 100 000 $. On a fait un cost-benefit assez rapide. Bon, on va la payer, on va essayer. Ils ont eu une clé de décryption qui finalement était raboutie, ne fonctionnait pas. C'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Alors, leur équipe TI a redoublé d'efforts, encore une fois, à essayer de pallier à la situation. Ils ont attendu 2 semaines avant de finalement appeler les experts pour se rendre compte qu'il y avait déjà un kit de décryption déjà créé par cette compagnie-là qui existait pour ce type d'attaque et qui aurait pu être déployé à moindre coût très rapidement afin de régler cette situation-là. Donc, ils ont payé une rançon de 100 000 $ qu'ils n'avaient pas besoin de payer et ils ont encouru une interruption d'affaires assez importante parce qu'ils n'ont pas amené les experts tôt. Donc, c'est vraiment une meilleure pratique de le faire. Au niveau des erreurs, des réactions impulsives, la pire serait possiblement de tirer la plug en bon québécois. Donc, c'est nature humaine, mécanisme de défense. Très souvent, les gens veulent effacer le système et ou le rebooter. Le système qui a été infecté, tirer la plug sur l'ordinateur, c'est à ne pas faire. On pourrait compromettre la mémoire vive de l'ordinateur. On pourrait compromettre et gêner l'investigation forensique, et on pourrait effacer des preuves importantes qui pourraient être utiles, sinon primordiales dans l'investigation. Donc, à ne pas faire. Un poste se trouve infecté, un système se trouve infecté, on le met hors réseau, on le déconnecte de ce qui peut toucher pour limiter encore une fois les dégâts, et ensuite, on laisse les experts venir faire leur enquête. Donc, si on poursuit ensuite avec la seconde étape, qui est vraiment la plus importante, en fait,
qui gagne, encore une fois, à être confié à des experts. Et c'est de vraiment contenir, éradiquer et récupérer au niveau de la brèche. Ce qui est le plus important ici, c'est de vraiment faire en sorte qu'on a clarifié l'étendue de la prise de contrôle des criminels qui sont dans nos systèmes, l'étendue du dommage, qu'on a fait un wipe, si je peux dire, qu'il n'y a pas un backdoor qui a été installé pour permettre aux mauvais acteurs de réentrer dans notre système une fois que la brèche aura été gérée. L'investigation qui continue à ce moment-là va nous démontrer qui est l'attaquant. Que cherchait-il à accomplir exactement? Quand sont-ils entrés dans le réseau? Quelle est l'étendue des dégâts? Et c'est ça qui va aider à mettre en place les actions concrètes qui seront prises après dans le post-mortem et encore une fois pour mieux gérer cette brèche-là. Ce qui est très important et ce qui est oublié souvent par les organisations, c'est l'importance de la communication et ou de la bonne communication. Donc, les stakeholders qu'on peut avoir, les clients, les employés, les fournisseurs de services, les partenaires d'affaires, les actionnaires, la mauvaise communication peut avoir des ramifications qui vont s'étendre bien après la remédiation de la brèche. Et c'est souvent de ces cas-là, en fait, qu'on entend parler dans les médias. La compagnie qui était au courant d'une vulnérabilité, mais qui a choisi de ne pas agir ou qui l'a volontairement ignoré. Les relations publiques qui essaient de downplay un événement cyber, dire que ce n'est pas aussi important, aussi grave que celui. La mauvaise communication aux individus affectés qui peut augmenter la confusion. On parlait de l'Université de York il y a quelques instants. C'est un exemple parfait. Plus de 10 jours après la brèche, les étudiants n'ont pas encore, selon les rapports qui existent, eu d'informations concrètes quant à savoir si leurs informations personnelles, leurs résultats scolaires, leurs données financières, etc., ont été exfiltrées et publiées. On ne le sait pas. Donc, la communication doit se faire tôt et on doit donner de l'information concrète aux gens qui peuvent être affectés par la brèche. Donc, dans le pire des cas, on a l'exécutif qui gère mal la crise et qui, dans certains cas connus, encore une fois, très médiatisés, commis des délits d'initiés, les fautes de communication pardonnent rarement. La troisième étape de la gestion de la crise est au niveau du post-mortem. Et c'est aussi important que la gestion de l'incident. Lorsqu'on a une brèche de sécurité, le Compromise Assessment qui sera fait au moment de la brèche va nous permettre de savoir ce qui s'est passé et on pourra, ou plutôt on devra, utiliser ceci comme roadmap afin, encore une fois, de prioriser les actions qui sont prises après la gestion de la brèche. La conservation des preuves qui a été trouvée au niveau forensique est clé, surtout en matière d'atteinte à la vie privée, donc il est important de les conserver. Excusez-moi. On parle beaucoup sans arrêt. Donc, les erreurs au niveau du post-mortem sont très simples et c'est d'oublier la leçon et de croire que l'on pourrait continuer avec les méthodologies, les processus et les politiques de sécurité qui étaient en place avant la brèche et qui l'ont causée. Et c'est pourtant une erreur que l'on voit se produire. Donc, on a vu des exemples parce que des organisations, encore une fois, géraient un incident, oubliaient de faire le post-mortem, oubliaient d'adresser la vulnérabilité qui devait ou qui avait plutôt été le point d'entrée de la brèche et qui se sont retrouvés attaqués une deuxième fois de la même façon. Donc, on essaie de ne pas faire un sweep sous le tapis, si je peux dire, et encore une fois, d'intégrer le post-mortem dans les pratiques de cyber-résilience et dans la vue future pour notre organisation à ce niveau-là. Donc, la rapidité d'exécution au niveau de la réponse est essentielle à la gestion de la crise. Et on va voir dans la slide suivante qui est cette équipe d'experts à laquelle j'ai fait référence à quelques reprises et qui peut nous aider à proprement remédier à une brèche de sécurité. Les premières 72 heures sont absolument importantes, primordiales si je peux dire. Donc, d'avoir les bons partenaires dans sa poche et à ses côtés est essentiel. Il y a un éventail de compagnies qui existent à ce niveau-là et c'est important d'y penser en amont d'une brèche parce que ce n'est pas le jour de la joute qu'on va essayer de mettre une équipe sur pied. Donc, il est important d'avoir pensé au préalable à qui est-ce qu'on veut à nos côtés afin de remédier à une brèche de sécurité. Donc, les quatre joueurs essentiels, il y en a plus, mais les 4 essentiels, sont premièrement l'expertise légale, ce qu'on appelle dans notre jargon le breach coach. Ça va être un expert légal externe à l'organisation qui va être sous privilège. Donc, c'est une relation qui est importante, surtout au niveau d'investigation possible future quand ce qui a trait aux preuves qui vont pouvoir être trouvées et décelées. Donc, le breach coach est un maître d'orchestre qui va finalement guider les actions à prendre, qui va nous aider à voir clair en matière de législation applicable par rapport aux protections de la vie privée. Donc, si on a de l'information personnelle qui peut avoir été touchée dans notre province et ou à l'extérieur et peut-être même à l'extérieur du Canada, le Breach Coach est essentiel en nous donnant l'heure juste par rapport à nos obligations en matière notamment de notification. Dans le cas d'une police d'assurance ou de la gestion de crise, c'est eux qui font le pont aussi avec tous les partis. On a l'expertise
informatique. On en a parlé, Sitelligence c'était un exemple, NCSoft aussi un peu plus loin. C'est ceux qui vont faire l'investigation, c'est ceux qui les font déjà depuis des années. Donc, l'avantage des experts informatiques à ce niveau-ci est qu'ils connaissent le terrain. C'est des anciens militaires, c'est des anciens gens de la CIA, des anciens gens d'information. Ils ont ce background-là, ils connaissent le dark web, ils connaissent les groupes, leur type d'attaque, leurs motifs souvent et ou leur façon de faire. Alors, c'est les personnes les plus aptes, encore une fois, à faire une investigation rapide et qui va être complète. Le troisième acteur, c'est au niveau des communications, des relations publiques. Nous avons parlé de l'importance de la communication pendant et après la brèche. Encore une fois, ces expertises peuvent être nécessaires afin de savoir quoi communiquer et comment le faire. Finalement, c'est de l'infraction, de l'exfiltration, d'informations privées. On aura besoin de notifications d'un centre d'appel, de surveillance du crédit et il y a d'autres acteurs, encore une fois, qui peuvent nous aider à le faire. Chose méconnue de plusieurs encore aujourd'hui, tous ces experts, cette équipe au complet, est en fait défrayée et mise à votre disposition par une police d'assurance cyber. C'est quelque chose que la plupart des gens ne savent pas. Alors, au lieu d'aller à travers son Rolodex, c'est d'essayer de trouver des compagnies avec lesquelles faire partenariat en moment de crise. La police cyber et l'assureur peuvent mettre à votre disposition des compagnies pour ce faire, à même la police. Donc, si on évolue encore un peu cette pensée-là, outre la brèche ou pousser après la brèche plutôt, on continue à parler encore une fois de cyber-résilience et je veux renforcer ce concept-là en parlant du cyberloop. Donc, c'est quelque chose qu'on a développé à l'interne, qu'on voulait imager afin de vraiment véhiculer cette idée-là que la cyber-résilience doit être considérée comme un processus d'amélioration continue. Donc, ça rend les efforts accessibles à tous, peu importe où une organisation se trouve dans leur propre journée face à la cyber-résilience. Il y a des organisations qui sont très matures, il y a des organisations, pardon, qui ne le sont très peu. La Cyberloop leur permet d'entrer, encore une fois, l'approche vers la cyber-résilience, dépendamment du point où ils se trouvent dans leur life cycle, si je peux dire. Donc, les interrogations de nos clients habituels par rapport à la résilience sont par où est-ce qu'on doit commencer? Dans quoi investir en premier? Quel est le budget idéal à dédier à la sécurité? Comment on mesure l'efficacité de nos investissements? Qui est imputable en matière de cyber-résilience? Et c'est à travers ces 4 points d'entrée-là que ces questions vont trouver réponse, finalement. La particularité avec la résilience est de balancer l'agilité opérationnelle et organisationnelle avec la sécurité qui n'est pas toujours facile. Ce sont des priorités qui sont souvent diamétralement opposées et elles changent avec l'évolution des menaces et la transformation numérique. Et voilà pourquoi on parle vraiment d'un loop qui continue tout le temps. Donc, je vais juste très rapidement passer à travers les 4 points de la cyber-résilience. La première, c'est l'évaluation, qui est un point d'entrée évident et nécessaire souvent. Il faut comprendre ce qui est à risque. Avant de parler de résilience, il faut comprendre l'actif informationnel qu'on a en tant qu'organisation, notre dépendance sur les réseaux, notre niveau de productivité, nos obligations contractuelles et législative en matière de vie privée, encore une fois. Donc, l'évaluation, c'est un peu notre bilan de santé qui va être très spécifique à notre contexte organisationnel et qui va être très individuel et qui va prendre en considération tous nos stakeholders et les parties prenantes. Donc, l'évaluation peut prendre plusieurs formes. De la façon la plus basique, l'application de cyberassurance peut servir d'une évaluation très qualitative et très légère, mais quand même va nous démontrer quelles sont les meilleures pratiques du point de vue des assureurs qui, encore une fois, gèrent des brèches de sécurité depuis très longtemps. Nous avons à l'interne développé une application en ligne de 96 questions qui passe à travers les principaux domaines de cybersécurité, encore une fois, qui donne un score sur la performance d'une organisation de façon à la comparer, à faire un benchmark avec ses pairs d'industrie. Ça prend 1h30, c'est disponible en ligne, très simple. Il y a énormément d'options qui s'offrent à vous en matière d'évaluation et qui vont, encore une fois, s'arrimer à vos objectifs, qui vont s'arrimer à votre budget et qui, encore une fois, vont peut-être répondre à votre besoin ponctuel et pourront être revisités plus tard de façon plus élaborée. On va passer à la slide suivante au niveau de la quantification maintenant, qui est la suite naturelle de l'évaluation et puis du bilan de santé de cet état de notre posture-là en matière de cybersécurité. Et on va parler de risque. Le risque, il faut y penser en termes de coût, d'argent. Donc, ce n'est pas seulement une vulnérabilité, ou une lacune cyber, c'est qu'est-ce que cette vulnérabilité ou lacune-là peut créer en termes de coûts pour notre organisation si elle était exploitée. Et ces coûts-là vont être propres à chaque organisation. Pour certaines, ça va être l'atteinte à la réputation, l'attrition de la clientèle suite à la mauvaise gestion d'une brèche de sécurité. Dans un domaine où est-ce que la réputation est très importante,
l'interruption d'affaires, les pertes de livraison, les délais de livraison, pertes de vente, pardon, et délais de livraison, les amendes et les frais juridiques qui pourraient être imposés par des organismes législatifs. Donc, toutes ces considérations-là ont des coûts attachés. Maintenant, il faut regarder l'ensemble de ces derniers et puis décider à quel point est-ce qu'on entre et ce qu'on fait comme investissement TI pour réduire la courbe du risque et à quel moment est-ce qu'on commence à transférer le risque résiduel à une police d'assurance. Et je vous dirais que l'élément important ici en termes de responsabilité organisationnelle, imputabilité, c'est au niveau de ce qui est raisonnable. Donc, lorsque le public, lorsque nos actionnaires, lorsque les législateurs regardent l'organisation et ce qu'elle a fait ici pour réduire son risque, soit en investissement TI ou en transfert, on va regarder ce qui est raisonnable de faire, encore une fois, dans le contexte de l'organisation. Donc, est-ce qu'ils ont fait le nécessaire afin de prévenir ou de remédier à un incident cyber? Et on gagne, encore une fois, à penser à ce que nos key stakeholders voudraient ou s'attendraient en la matière. Au niveau du transfert, l'assureur ici, cyber, joue un rôle complètement unique qui est très différent des créneaux traditionnels d'assurance. Il se veut vraiment un partenaire de l'organisation à travers sa journée de cyber-résilience. Donc, les assureurs sont de plus en plus axés sur les services avant-brèche, sur les services qui vont aider l'organisation à améliorer leur posture de cybersécurité, soit en subventionnant complètement les services des tests de vulnérabilité, etc., ou en offrant un prix réduit à leurs clients pour ce faire. Et on voit vraiment des compagnies hyper innovantes entrer dans le marché et offrir de plus en plus de solutions technologiques. Et je crois que ce côté de notre business, qui est super excitant, va continuer d'évoluer avec plus d'intégration, plus de solutions données aux clients et aux organisations. L'assureur offre support pendant la reprise des opérations avec l'équipe de gestion de la crise et aussi va guider les choix dans le Wild West de la cyber-résilience. Il y a beaucoup d'organisations qui se créent experts et qui se disent expertes en matière de résilience. Ce n'est pas toujours le cas. Les assureurs ont une visibilité depuis plusieurs années dans les organisations et dans qui sont vraiment les tops des tops dans chacun de leurs créneaux respectifs. Alors, ils mettent vraiment le meilleur de la cyber-résilience au service des clients. Finalement, au niveau de la réponse, qui est le 4e point dans la résilience, on a parlé un peu plus tôt, encore une fois, de quoi faire, quoi ne pas faire après une brèche de sécurité. Un plan de réponse aux incidents est essentiel au niveau de la gestion de la crise. Et ça, encore une fois, on le voit de compagnies qui ont une police d'assurance ou pas. Je quote Mike Tyson, je me le permets, un mardi matin comme ça. Il a dit que tout le monde a un plan jusqu'au moment où ils reçoivent une droite au visage et c'est effectivement vrai. Un plan de réponse peut faire toute la différence parce qu'il va dicter les actions et prévoir les considérations en temps de crise. C'est essentiel à une remise rapide et contrôlée. Pour plusieurs organisations, le plan, c'est parfait, l'équipe des TI va s'arranger avec ça, ils vont savoir quoi faire. Il faut aller encore plus loin si on veut une rapidité d'exécution. Et c'est essentiel. Plus les mauvais acteurs et les criminels ont de temps dans nos systèmes, le dwell time, plus ils peuvent créer de dommages. Alors, on doit agir vite. D'avoir au minimum identifié la personne qui sera responsable des actions et des décisions qui seront prises au moment de la gestion d'une brèche de sécurité est un pas dans la bonne direction. On sait que la plupart des organisations aujourd'hui n'ont pas de plan de réponse établi, en ont un qui est peut-être désuet ou qui n'a pas été testé depuis longtemps. S'asseoir à la table avec les dirigeants de l'organisation pour y penser et pour, encore une fois, faire un update sur ce qui a peut-être été fait par le passé, surtout aujourd'hui pour prendre en considération la nature unique de notre mode opérationnel alors qu'on est tous complètement décentralisés et dispersés est essentiel. Donc, un plan de réponse qui était établi avant COVID, alors que tout le monde était au bureau, les systèmes informatiques étaient tous localisés ou les équipements informatiques étaient tous localisés, ne pourra pas être ce que nous aurons dans le futur, avec un mode, encore une fois, où est-ce que la plupart des employés sont à l'extérieur, où est-ce que les équipements utilisés sont des laptops personnels à la maison, sur des connexions, encore une fois, Wi-Fi, maison ou campagne, pour les gens qui opèrent ou qui ont la chance d'opérer des chalets ces temps-ci. Donc, ce qu'il faut idéalement, c'est un plan robuste aligné sur les priorités de l'organisation et leur tolérance au risque. Donc, on parle vraiment de ce qui est important pour l'organisation. Le plan va prendre en considération vos priorités. La confiance et la réputation avec les partenaires d'affaires. La reprise opérationnelle, s'il faut que le plancher de production parte rapidement. La confidentialité de l'information. Il faut penser à ce qui est important et critique pour nous. Encore une fois, quand on parlait de notre bilan de santé ou de réduire la courbe de risque, et transmettre ça dans notre plan de réponse afin qu'on priorise les actions qui auront le plus d'impact pour nous et qui vont rencontrer nos buts organisationnels. En conclusion,
Le buzz autour du cyberrisque peut sembler relativement récent pour vous, mais nous suivons son évolution depuis presque 20 ans. On se rappellera de Y2K, alors que les gestionnaires de risque tentaient de déterminer l'impact que le grand reset allait avoir sur les organisations et que les assureurs ou les gens dans notre industrie tendaient de prendre position par rapport à un risque qui allait avoir une saveur catastrophique. L'élargissement progressif du numérique dans tous les secteurs d'industrie et la nouvelle norme post-COVID va certainement propulser les actions prises afin de protéger nos actifs en ce sens. Monsieur Legault le mentionnait, ce qui a été repris par les affaires dans un article récent et dans une section et un numéro spécial en avril sur le virage numérique des organisations. Le virus va accélérer la transformation numérique. Absolument, M. Legault, il va aussi augmenter la surface d'attaque et l'impact des coûts du cyberrisque sur tous nos secteurs économiques. Donc, la cyber-résilience doit être vue comme une dépense récurrente et non comme un investissement en capital et comme un avantage compétitif maintenant et surtout au moment de la reprise. Quand les choses seront venues dans l'ordre, on peut s'attendre à ce que nos clients, à ce que le public demande plus de sécurité de façon générale dans la vie de tous les jours. Il en sera de même des organisations. Il faudra continuer d'être prudent, car la courbe du cyber-risque demeure une courbe que nous ne viendrons peut-être possiblement jamais à aplatir. Alors, restons vigilants et investissons plutôt dans notre résilience. Alors, je vous remercie beaucoup. Si vous avez des questions, on va passer à la période de questions-réponses. Le développement ou le déroulement plutôt avait été expliqué par Alain au départ. Alors, je vous invite à le faire soit ici et ou par courriel après avec un membre de notre équipe. Merci beaucoup, Catherine. C'était réellement très édifiant. C'est des conseils qui sont vraiment importants. Je dois dire que tout au long de ta présentation, je me notais aussi personnellement des questions et heureusement, malheureusement pour moi, tu y répondais à chaque fois quelques secondes après. Alors, encore une fois, merci. Je vais m'en permettre une avant de passer aux questions de tout le monde. Comme tu dis, il y a une manière d'être proactif, donc de se préparer. Et en fait, la question que je me posais, c'est qui, dans le fond, en termes peut-être de gouvernance, dans une PME, comme dans une grande entreprise, mais aussi dans des entreprises un peu plus petites, est-ce que c'est la personne des technologies de l'information qui nous écoute en ce moment qui doit être la personne qui doit porter le ballon ou elle doit aller voir peut-être son CIO? Et c'est qui la première personne qui devrait appeler, par exemple, un assureur ou se dire, bon, là, il faut mettre ça en branle? Parce qu'en même temps, je me demande, est-ce qu'il y a une certaine confidentialité dans la préparation face aux employés? Est-ce qu'on doit être un peu parano à travers ça? Alors, qui doit porter le ballon? Puis comment on gère ça là, pour commencer les travaux tout de suite là, après le webinaire puis bien se préparer? Bon, beaucoup de questions et de sous-questions là-dedans, Alain. Donc, allons-y une à la fois. Premièrement, qui doit porter le ballon? Donc, historiquement, c'est vrai, on tendait à circonscrire, si je peux dire, tout le côté cybersécurité, etc., et brèches au département des TI et à les rendre eux-mêmes imputables de toutes les brèches. Mais on sait que, encore une fois, la cybersécurité n'est pas qu'une question TI, c'est une question organisationnelle qui affecte toutes les balises, finalement, tous les départements d'une organisation. Donc, le ballon doit être porté par tous. Il doit certainement y avoir quelqu'un qui est imputable et qui lead un peu les actions. Maintenant, est-ce que ça se fait partenariat de la personne TI avec le président, avec le Chief Operations Officer dans certains cas? Encore une fois, si on parle de PME, la structure décisionnelle va être un peu différente qu'en grande entreprise. Je dirais que plus il y a de gens assis à la table qui y croient au niveau de la gouvernance et puis au niveau de porter ce ballon-là, le mieux on va être. Donc, le but, c'est d'avoir tout le monde. Un champion quand même qui a l'idée stratégique et où on s'en va avec ça, qui très souvent va être, dans le cas d'une PME, la personne des technologies de l'information, qui va savoir quels investissements ont déjà été faits, qui va être légitimisé enfin et finalement par rapport à ce qui est accompli au niveau TI pour sécuriser nos organisations et qui va chercher une assurance, qui va chercher à protéger ces investissements-là aussi dans le futur puis ce qui sera fait à l'avenir. Maintenant, on a touché un peu dans la question, Alain. J'oublie quel est le mot qui a été utilisé, là, mais est-ce qu'il ne faut pas être parano un peu par rapport à ce qu'on dit et ce qu'on ne dit pas? Je dirais que les employés doivent absolument être au courant des actions qu'on prend et du fait qu'on prend la sécurité à cœur et qu'on prend ça de façon très sérieuse. Le facteur humain demeure le facteur numéro 1 au niveau des brèches de sécurité. On parlait tout à l'heure que le véhicule d'entrée, c'est souvent le courriel. Ben, ça prend quelqu'un qui est assis dans la chaise qui va cliquer sur le lien. Donc, il y a une chose qu'on appelle dans notre domaine le picnic error. Problem in chair, not in the computer. Puis c'est vraiment ça. Donc, ça prend quelqu'un qui va aller cliquer. On a beau avoir les meilleures sécurités périphériques, quelqu'un qui va cliquer sur un lien, laisser rentrer un logiciel malveillant, c'est difficile à contrôler.
Donc, on veut beaucoup de sensibilisation à ce niveau-là. Maintenant, par rapport à quels mécanismes sont mis en place exactement au niveau technologique, l'infrastructure, les protections qui sont prises, ça n'a pas besoin d'être partagé avec tous. C'est pas nécessairement pertinent de leur côté, mais tous doivent être au courant finalement de notre approche globale en matière de cyber-résilience. Merci beaucoup. Ça répond en même temps à la question de Philippe qui demandait si l'affaire la plus importante, c'est toujours le facteur humain. Donc, le criminel mise sur le stress et la fragilité des employés qui fait baisser leur vigilance. Alors, il demandait qu'on confirme, mais je pense que c'est bien ça, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Et j'ajouterais peut-être, Philippe, pour répondre à la question, ce qu'on a vu maintenant, c'est bien entendu, on a parlé des campagnes qui sont altérées un peu les leurs des groupes criminels qui vont tenter de capitaliser sur la panique, etc., le stress des employés. Donc, continuer à leur rappeler encore une fois au niveau de la sensibilisation que même si on est assis dans le confort de son salon, dans le confort de son chalet, la menace est quand même là. On a quand même un accès à l'actif informationnel de l'organisation. Il faut continuer à être vigilant. On passe le laptop, le cellulaire aux enfants qui vont télécharger des choses qui vont faire du streaming. Donc, garder en tête des bonnes pratiques de cybersécurité, d'hygiène cyber, même si on est à la maison. Une bonne question de Marie-Laure aussi. Est-ce que le fait de payer une rançon peut rendre un peu coupable une compagnie de supporter le crime organisé ou de finalement nourrir la machine des pirates? Oui, il y a eu des articles très intéressants qui sont sortis l'année dernière, justement, clamant haut et fort, en fait, que les compagnies d'assurance faisaient partie du problème. Donc, il y avait des gens avec des théories de conspiration assez élevées, là, qui suggéraient même des ramifications de compagnies qui auraient des bras dans certaines compagnies du groupe de crime organisé. Je ne me rendrai pas là, c'était très, très hollywoodien. Mais ils ne font pas partie, deux choses l'une, parce qu'on parlait, est-ce que c'est légal, est-ce que c'est pas légal, donc c'est pas illégal de le faire. La législation va peut-être être poussée à ce niveau-là dans certaines juridictions, certains secteurs d'industrie, les municipalités aux États-Unis l'an dernier se sont rassemblées et ont dit, nous, on ne paiera plus de rançon à l'avenir. Est-ce que ça a été maintenu par après? Par contre, c'est à voir. Je dirais que le paiement de la rançon n'est pas notre option première. Donc, c'est très important d'avoir des bonnes sauvegardes et c'est par là que ça passe, en fait. Lorsqu'il y a une brèche, si on ne veut pas payer la rançon, il faut qu'on soit capable de remonter ces opérations, ces systèmes de façon haute. Et ça tombe beaucoup sur les sauvegardes. Donc, très important de faire ça. En dernier recours, si la rançon doit être payée, encore une fois, la compagnie d'assurance va le faire, va le rembourser, va s'organiser pour le négocier, la faire baisser un peu. Il n'y a quand même pas de garantie quant à la clé de décryption qui sera reçue. Je mentionne que les groupes ont quand même une réputation à maintenir. Donc, il y a de très bons groupes hackers, il y a de très mauvais groupes hackers. On aime mieux faire partie de la première catégorie parce que c'est bon pour les affaires. Donc, encore une fois, nos acteurs économiques rationnels. Et je dirais qu'il y a maintenant même des groupes de hackers qui ont des services à la clientèle. Donc, ça, c'est quelque chose qui est nouveau de l'année dernière. Au départ, on transigeait, on négociait, on échangeait avec les criminels qui utilisaient très apparemment Google Translate pour envoyer des instructions, etc. Maintenant, tout à coup, l'anglais est parfait. C'est dans le même fuseau horaire, donc la réponse est un peu plus rapide. Donc, ils ont engagé des gens localement pour ça, pour faciliter le paiement de la rançon puis aider les gens à le faire. Il y avait quelqu'un de chez Kivu, donc une autre compagnie de gestion d'incidents cyber qui rapportait récemment que j'oublie le terme, mais un des exemples positifs d'une brèche qu'elle avait vue, c'était alors que je pense qu'il y avait un des échanges Bitcoin qui était tombé, ils n'étaient pas capables de faire le paiement. Donc, normalement, ils vont donner un temps de tombée 24-48 heures. Sinon, il y a une augmentation de la rançon, elle double ou elle va augmenter de 40 000 à 50 000 par jour ensuite. Alors, ils avaient échangé avec le criminel disant, écoutez, on veut payer la rançon, mais là, l'échange est tombé, on ne peut pas le faire. Est-ce que vous nous donnez un sursis de quelques jours? La compagnie avait accepté. Donc, c'est tout un mécanisme quand même assez intéressant, mais je dirais que la rançon, autant que possible, on essaie de ne pas résoudre de cette façon-là. Excellent. Maxime Olivier pose la question, est-ce qu'un bon antivirus bloque habituellement les rançons logicielles? Je me demande, est-ce que ça peut être suffisant? Là? On l'aimerait bien, en tout cas, mais qu'est-ce que tu en penses? Bien, je vous donnerai le numéro de Fortinet, de Sophos, etc. On pourra aller leur demander la question. Écoutez, les mesures de sécurité périphériques sont toujours importantes. Elles sont très, très, très importantes, en fait. Mais ce qu'on a, c'est des acteurs qui continuent à évoluer, encore une fois, les outils dont ils disposent.
Ils sont toujours un ou deux steps en avant. Les antivirus vont faire un excellent effort. Il y a plusieurs technologies périphériques qui existent aussi qui vont faire la même chose. On a beaucoup maintenant de data leak prevention, du intrusion detection, encore une fois, des scans pour les vulnérabilités. Fait que l'ensemble des solutions et des technologies va faire son sens, si je peux dire. Mais le courriel demeure encore une fois un acte d'entrée qui est quand même assez... qui est quand même là. Et je dirais un autre, en fait, même avant de focusser, bon, ça prend des antivirus et tout ça au niveau périphérique, mais de simplement faire les updates puis les patchs sur les systèmes et les applications qu'on utilise, ça fait déjà une immense différence parce que ces vulnérabilités-là connues dans les applications qu'on utilise tous sont certainement connues des criminels aussi sur le dark web et sont certainement exploitées. Donc, ça aussi, c'est une bonne solution à mettre en place. Merci. Ghislain demande, est-ce qu'il existe une entité à laquelle on doit rapporter les attaques ransomware ou toutes sortes d'attaques cybersécurité? Est-ce qu'il y a un endroit où on peut les répertorier et les rapporter? Là est le problème, en fait, finalement. Donc, en matière de notification de brèches de sécurité, les organismes qui gèrent ça ici, bon, c'est sûr qu'au-dessus, nous, au Canada, on n'a pas PIDA. Donc, l'Office du Privacy Commissioner of Canada, je devrais savoir ça en français vraiment, là, mais bon, l'autre ici. Donc, eux mandatent, encore une fois, lorsqu'il y a de l'exfiltration ou un accès non autorisé à de l'information personnelle des gens, lorsqu'il y a un risque de dommage réel pour l'individu duquel l'information a été bréchée, exfiltrée, touchée, peu importe. Alors là, on a une notification qui doit être faite selon, encore une fois, les modalités qui sont expliquées dans la législation, qui est très claire à ce niveau-là. Il n'y a pas encore de mandat ou d'obligation, outre ça, de rapporter une brèche qui peut avoir été, encore une fois, encourue par une organisation. Je dirais qu'on voit beaucoup de mouvements quand même à ce niveau-là, par contre. Au niveau, le milieu des fusions et acquisitions dicte aussi beaucoup la chose. Donc, aux États-Unis, on a vu beaucoup de questions dans le due diligence être amené justement au niveau d'un registre. Donc, les organisations sont tenues d'avoir dans certains créneaux d'industrie, on pense aux industries financières, par exemple. Encore une fois, cette réponse-là, j'aurais peut-être dû commencer en la nuançant en disant que ça dépend des créneaux d'industrie. Si on parle du milieu de la santé, c'est très différent du milieu de la construction, bon, etc. Donc, les législations, normalement, tentent à être soit globales au niveau des pays, des juridictions ou dans les industries. Donc, il y a certaines notifications qui existent aux États-Unis, au Canada, au Québec, on n'a rien qui est encore, qui va en ce sens, mais ça aiderait, c'est sûr et certain, à avoir un topo plus complet sur la situation réelle à laquelle on fait face. Parfait. La question sur l'implication de la mobilisation des employés a fait réagir plusieurs personnes dans les questions. Il y a Hicham, entre autres, qui a réagi et Martin. Je crois qu'en gros, la question qui se pose, il demande peut-être une forme de confirmation que les employés font vraiment partie de la solution. Et Martin aussi spécifiait que la communication auprès des employés est importante, même dans la forme du message, pour pas qu'ils se sentent considérés comme un maillon faible, mais comme vraiment faisant partie de la solution. Peut-être que, je ne sais pas si c'est un commentaire à ce sujet-là, mais j'imagine aussi que les attaques ne viennent pas tous tout le temps d'une manipulation d'un employé. Il doit y avoir des attaques, j'imagine aussi, qui rentrent directement sur des serveurs, sur des failles de sécurité technique. Oui. On a mis beaucoup l'emphase sur certains créneaux. Encore une fois, en 40 minutes, c'est un peu difficile de faire le tour complet de la question, mais de notre point de vue en tant qu'industrie, une brèche de sécurité, c'est autant, encore une fois, l'attaque de rançongiciel, l'employé malveillant ou l'employé qui commet une erreur, tout simplement. Donc, un employé sur un plancher de production qui est en train de faire la maintenance d'un système SCADA, d'un système de technologie industrielle ou autre, qui efface une base de données, par erreur, encore une fois. Donc, il y a une interruption qui va découler de ça, bien certainement. C'est ce que nous aussi, on considère comme étant une brèche. Il y a certainement des défaillances de système informatique. Des fois, il y a une brèche qui peut être introduite par un partenaire d'affaires. Ça, c'est une autre tendance qu'on voit beaucoup aussi. Où est-ce que notre dépendance sur le réseau externe d'un tiers qui pourrait subir une brèche de sécurité va nous impacter de façon directe. Donc, il y a plusieurs autres créneaux, absolument. Pour revenir à la question du CHAM, par contre, très important, les employés sont définitivement, et nous, on le voit, pas le maillon faible, mais le maillon qui peut devenir plutôt une meilleure protection pour nous, encore une fois. Et tout passe par la sensibilisation. Donc, il y a énormément d'outils qui sont développés qui sont plus technologiques ou moins, qui peuvent faire des campagnes de phishing, etc., pour entraîner les employés sur comment déceler un courriel qui pourrait être frauduleux ou autre. Et il nous ferait plaisir d'en parler plus longuement si les compagnies sont intéressées. Merci, Catherine. Il y a une question de Philippe.
qui fait référence au dark web. Puis on a tous entendu parler peut-être même de kits de hacking et de pirates quand même assez disponibles assez facilement. Et c'est à se demander après si quand on subit les affres d'un rançongiciel et que la cybermenace se matérialise, j'imagine que ce n'est pas à nous de faire la différence entre est-ce que derrière la menace elle est réellement crédible. Je te donner un bon exemple tantôt où des gens pensaient qu'elle l'était, mais que finalement la solution simple existait peut-être. Donc, est-ce que c'est encore une tendance que peut-être des jeunes ou peu importe, en fait, je ne devrais pas dire des jeunes, qu'un peu monsieur et madame tout le monde soient capables de se procurer des solutions sur le dark web pour devenir pirate amateur? Ou est-ce que vraiment la tendance est à plus des professionnels du hacking et de la menace est-ce que les deux coexistent? Comment ça fonctionne un peu à ce niveau-là? Tout coexiste. En fait, là, il y aura peut-être plusieurs mises à pied. On aura peut-être des nouveaux hackers qui vont se former non, c'est une blague. Mais en fait, effectivement, il y a des kits qui sont disponibles. Cette menace-là est aussi réelle qu'une autre, finalement. Encore une fois, tout est dans la mesure de l'impact que ça aura sur l'organisation. On voit beaucoup de kits, effectivement, être faits. Nous, ce qu'on a vu, une tendance, encore une fois, c'est des kits étant testés sur certains réseaux informatiques de clients. Parce qu'il n'y a pas nécessairement une rançon qui est demandée ou autre, mais où est-ce qu'une compagnie publique ou autre est affectée et après doit publier, encore une fois, ou le fait pour ses actionnaires et tout, qu'il y a une brèche de sécurité, etc. Et puis après, ce kit-là est publicisé, encore une fois, avec le statement public qui a été fait par l'organisation sur les différents médias sociaux, etc. Donc, publié sur le dark web. Voici le type de système qu'on a réussi à infiltrer, infecter avec ce kit-là. Voici l'impact que ça a donné. Est-ce que vous voulez maintenant l'acheter? Donc, soit qu'ils mettent un prix fixe ou, encore une fois, la tendance, c'est de le mettre disponible pour les organisations et remettre simplement un pourcentage des rançons qui réussissent à ressortir à travers ça. Là, vraiment notre ransomware as a service. C'est assez impressionnant. Est-ce que, en fait, j'ai une question de Max ici qui essayait de comprendre comment on peut faire, puis comment on doit envisager l'équilibre entre l'agilité, la productivité d'une entreprise, puis opérationnelle, puis les systèmes de sécurité. Est-ce que ça peut devenir un frein finalement pour l'évolution de l'entreprise? Un frein, non, mais je dirais que là, c'est un peu le holy grail, finalement, de la chose, parce que, bien entendu, agilité et sécurité, ça va rarement main dans la main pour la plupart des industries. Je dirais qu'à la base de balancer peut-être des solutions internes et externes au niveau de la sécurité, surtout peut faire du sens pour des PME, puis peut faire du sens pour des petites organisations qui vont aller chercher des petits wins qui vont encore une fois être gérés à l'externe, qui vont leur permettre d'aller avoir accès à des choses sans avoir des investissements trop importants à la base. De balancer la chose, je pense, si on revient à notre graphe encore une fois, commence par avoir une bonne idée sur notre état de santé, donc où est-ce qu'on est, quelles sont nos vulnérabilités, et puis comment est-ce qu'on va les réduire. Donc, tout ne se fait pas en un geste. On parle vraiment de la cyber-résilience, puis des investissements en cybersécurité comme étant quelque chose qui se fait over time, puis un investissement récurrent, c'est que c'est d'avoir une idée stratégique d'où on veut que ce à quoi on veut que cette courbe-là, finalement, ressemble au niveau de l'organisation. Il faut garder en tête que ça va changer aussi. Donc, il y a beaucoup d'organisations, de clients avec qui on parlait avant COVID, avant l'explosion, qui avaient certains projets TI, qui avaient certains projets de cyber-résilience. Et puis là, on est tous en mode télétravail, ça a complètement changé. Il y a des projets qui ont été propulsés à l'avant, il y en a qui ont pris un peu un back burner. Donc, cette balance-là qui se fait entre l'agilité opérationnelle et les investissements et la sécurité change de façon ponctuelle par rapport à notre réalité. Donc, c'est de garder une main légère là-dessus, si je peux dire, ne pas se sentir pris dans un carcan, rester évolutif et rester adaptable, agile dans la chose. Et encore une fois, de garder son contexte opérationnel en tête avec une vue à long terme, où est-ce qu'on veut s'en aller, avec ça. Merci beaucoup, Catherine. Je retiens vraiment une forme de... On peut évidemment appliquer les bons paramètres pour réagir, mais il faut aussi être très proactif et entre les deux, on doit tous demeurer aussi agiles que les pirates le sont devenus et le demeureront certainement pour l'avenir. Il reste encore quelques questions. Nous allons te les transmettre, Catherine, pour que tu y répondes. Alors, ce sera le mot de la fin, l'agilité, proactivité, puis la bonne réactivité aussi. Merci encore, Catherine Berthaud, pour nous avoir partagé tes conseils et ton expertise. C'est très apprécié. On ne souhaite pas se retrouver dans une mauvaise situation, mais au moins maintenant, on est déjà tous mieux préparés. C'est ça l'important. Merci également à tous, à tous les participants d'avoir été présents, ainsi qu'à tous ceux et celles qui ont posé des questions. Merci. Merci aussi encore à Hydro-Québec pour avoir présenté l'événement.
On a prévu un court sondage qui va vous être envoyé quand vous vous déconnecterez. Alors, prenez simplement 2 minutes, c'est très rapide, ça nous aide toujours à nous améliorer. Si vous vous êtes connecté en retard, j'ai vu que des gens se connectaient aussi encore durant la web diffusion. Et que vous souhaitez partager le webinaire à vos collègues, je vous répète qu'il sera disponible sur le site web de la Chambre dès demain. La présentation aussi va être disponible sur le site web de la Chambre pour les 14 prochains jours. Et je me permets finalement de vous inviter à venir poser toutes vos questions sur d'autres sujets aussi, que ce soit les RH, les finances, dans le cadre de la situation COVID, à notre escouade d'experts en tout temps sur le site web de la Chambre. Et finalement, je vous invite à nos webinaires, les prochains qui s'en viennent, en commerce international mercredi et jeudi. Puis à nos 2 webinaires ce vendredi, nous recevrons un panel avec 6 grandes banques canadiennes. Puis finalement aussi un événement avec C3PH sur le maintien de la productivité et de la motivation à distance. Alors, encore une fois, merci à tous. Merci Catherine et bonne fin de journée à tout le monde. Merci.